Salut à tous, c'est Fred. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Le manque de temps, on a été occupé avec Yonim et du coup on n'a pas repris le podcast comme on l'aurait souhaité. Mais en tout cas, voilà, on est de retour juste avant le début des JO et pour parler de l'équipe de France. Déjà, Yonim, comment ça va et qu'est-ce que tu as pu penser toi de ce que tu as vu de l'équipe de France? Écoute, très content de te voir, mon cher Fred. Merci pour, l'invitation une nouvelle fois. Effectivement, Jeux olympiques, donc très excité déjà, faut le savoir, ça soit sur tous les sports, mais bien évidemment sur le basket, puisqu'on est là pour parler basket et pour parler équipe de France et l'équipe de France, bah, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire, Énormément. beaucoup d'espoir parce qu'on a une très grosse équipe, on en parlera, mais beaucoup de craintes aussi et je crois que comme beaucoup d'observateurs, on a ciblé quand même pas mal de faiblesses pour cette équipe et surtout, le coach l'a dit, c'est un tournoi très, 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 très relevé. Donc ça va être très compliqué, donc va falloir analyser tout ça, mon cher Fred. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, vas-y, on commence tout de suite, hein, sans transition, parce qu'il va y avoir énormément de choses à Il y dire. a il y a il y a effectivement beaucoup de choses. Alors pour vous briefer quand même un petit peu, on a quand même ciblé, ce dont on allait parler. On va quand même revenir sur les 12 joueurs qui composent cette équipe de France. On va parler bien évidemment des matchs de prépa puisque, c'est sur ce dont on peut s'appuyer. Bien évidemment, on va pointer, bah, les faiblesses et les problèmes de cette équipe de France, mais pas que, parce qu'il y a des choses positives quand même. Donc on va parler aussi de ses ressources, des solutions pour que tout marche et puis, bah, on va parler bien évidemment de nos adversaires, qui sont au nombre de 3 dans ce groupe, pour ces JO. Je ne sais pas si tu as le format en tête et si vous avez le format en Ouais, tête, vous qui nous écoutez, 3 groupes, ça peut être un c'est ouais, très ça peut simple. être Il y a important 3 de groupes de le 4 rappeler. équipes. 3 groupes de 4 équipes. Les 2 premières équipes sont qualifiées automatiquement et les 2 meilleures troisièmes vont être aussi qualifiées pour les quarts de finale. Et ensuite, il y aura un tirage au sort pour justement déterminer qui va jouer contre les troisièmes de groupe. Donc, ça, ce sera fait après le premier tour. Voilà, Ouais, donc ça, c'est une bonne chose, le tirage au sort aussi parce que ça évite les calculs, de type, je termine premier pas deuxième enfin voilà, ou tout à deuxième pas fait. premier enfin là, en gros, on joue et on voit ce qui se passe avec, un tournoi, très, 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 très relevé. Sans transition, tu l'as dit, je vous annonce un petit peu le programme. Revenons quand même sur la liste des 12 joueurs qui composent cette équipe-là. Je vous les rappelle, brièvement. À la main, on aura Andrew Albissi, Franck Ntilikina et Mathous Razzel de Monaco. Sur les lignes, extérieures, ailier, Nicolas Batum bien évidemment, Azaé Cordinier, Bilal Koulibaly, notre jeune espoir, Nando De Colo, Evan Fournier et sur le secteur intérieur, Rudy Gobert, Mathias Le Sort, bien évidemment Victor Wembanyama et Gershon Yabusele. On avait une liste élargie, par le Vincent Collet et l'équipe de France juste avant, des joueurs qui étaient, dans la liste et qui sont sortis. Au final, on a ces 12 joueurs-là qui feront partie de cette équipe. Qu'est-ce que tu en penses? On parlera peut-être après justement des absents et cetera, de ceux qu'on aurait bien aimé voir ou en tout cas que le public aurait bien aimé voir. Mais je veux quand même effectivement ton avis sur ces 12 joueurs-là déjà et comment tu analyses, cette composition? Ouais, bah, tu as mentionné les rapidement, tu tu pas cité les joueurs, mais on va les citer rapidement, les tes joueurs «clés» entre guillemets, Okobo qui a été coupé, Nadir Hiffi qui a été coupé il m'en manque un qui a été important et Malédon par exemple, voilà, qui a été Ouais, coupé sur les lignes arrière. La liste aujourd'hui, elle a été faite, par rapport à une identité, voulue par Vincent Collet qui est une identité défensive. Le match contre le Canada l'année dernière lui a fait énormément de mal et mmh, notamment, bah, ce qu'a fait chez Gilgeous Alexander. Donc du coup, lui, la solution, ça a été de penser à ça, de OK, on va mettre la pression que nous, on a subie. Le problème, c'est que c'est une liste déséquilibrée, mais on va y revenir plus en détail, juste après. Mais trop de profils défensifs, trop de role players défensifs, en fait, dans cette équipe. Parce qu'il a sectionné des joueurs qui sont en club des role players et des role players majoritairement défensifs. Je parle surtout des lignes arrière, parce que quand on regarde nos meneurs, c'est tous des meneurs avec des tâches principalement défensives dans leur club. Même Mathieu Strasel, qui de base a un profil plutôt offensif, à Monaco, pour pouvoir gagner son temps de jeu, il a dû voilà, se mettre vraiment il a toujours défendu dur, mais il a eu ce rôle un peu plus défensif.
quand on regarde nos 3 meneurs, c'est ça. Sur les lignes arrières, à part Nando De Colo et Evan Fournier, c'est ça. Donc on a que des role players, en fait. On a que des role players défensifs et on va parler de justement ce qui bloque par rapport à ça en attaque. Petite déclat quand même de Vincent Collet que j'avais notifié justement pour aller dans ton sens. Il parlait des matchs qui avaient contribué quand même à faire cette liste avec les joueurs qui ont été écartés. Mais il a dit voilà, on a choisi les profils qui nous semblaient le plus à l'aise dans le jeu que l'on veut pratiquer. Ce ne sont pas les qualités individuelles qui ont fait la différence, mais la capacité à s'inscrire dans notre projet et les complémentarités. Ça va dans le sens de ce que tu disais. Il y a un projet clair de Vincent Collet qui l'a dit très très euh, voilà, fort en début de prépa. On veut une équipe défensive, on a une culture défensive. Et peut-être effectivement, on a trop ça, on a trop de profils comme ça. Et avec surtout, on en parlera, mais voilà, des lignes arrière, tu l'as dit, un peu faibles. Peut-être un peu trop faibles par rapport à ce qu'on peut attendre sur une grande compétition internationale de ce niveau. Tout à fait, bah oui, je partage ton avis. Peut-être alors, dans les autres joueurs pardon, qui ont été coupés, alors sur les lignes, intérieures, on avait du Jalen Howard, du Vincent Poirier qui était blessé, donc qui avait pas fait la prépa. Il y a du Ousmane Dieng aussi qui était là. Mais il y a d'autres qui étaient pas dans la liste. Je pense, par exemple, à des joueurs comme, Sylvain Francisco. Bon, Thomas Hurtel, on n'en parle pas parce que, enfin, on peut en parler, mais non, puisque, ça a été très, très clair de la part de la fédé qu'il ne jouerait pas. On s'attendait peut-être à avoir voilà, des joueurs comme Sylvain Francisco, par exemple, ou qui auraient pu apporter cette. Mais je pense, Francisco était là sur la dernière compétition internationale. Ça a été compliqué pour lui parce qu'il fallait qu'il trouve sa place aussi. Il s'est retrouvé un petit peu sous le feu des projecteurs en loupant ce dernier tir aussi, ce qui est normal. Mais en tout cas, il y Il a a eu été cette. bon en plus hein, contre la Lettonie, hein. On ne peut pas dire Ouais. qu'il a été mauvais, hein. Il a été Mm. bon. C'est juste, comme il a dit, Vincent Collet, les choix défensifs, en fait. C'est ça qui le pénalise, entre guillemets, parce que pas assez bon défenseur et peut-être aussi manque de taille, mais il a pris Albici. Donc on va en parler vraiment en Ouais. détail parce qu'en fait, Ouais, ouais. il y a tellement de choses à dire par rapport aux problèmes liés à la liste, en fait. Mais Un ouais. mot quand même avant de passer sur les matchs de prépa. On a parlé Mmh. du secteur extérieur peut-être un peu plus faible, mais avec un profil défensif. On a quand même théoriquement, sur le secteur intérieur par contre, Mmh. des grosses armes. On détaillera bien évidemment sur comment ça s'articule dans cette équipe, mais sur le papier, on a ce qu'il faut. Avec, Ah oui, non, mais c'est notre force, avec clairement. Victor, avec Gobert, Gershon, ça fait plaisir. Et Mathias Sessort qu'il ne faut pas oublier, qui apporte énormément aussi. Donc, bah, le secteur intérieur n'est pas problématique, même si voilà, il y a des questions à se poser autour de Rudy Gobert, son utilisation en attaque, parce qu'on sait qu'en défense, bah, voilà, ça va faire le taf. On va y venir, Ouais, voilà, autant, et ben passer vite, voilà, cette liste qui est faite, ouais. voilà, on vous rappelle les 12. On va Pa revenir pa rapidement aussi sur la prépa avant de vraiment entamer, ce qui nous intéresse vraiment, les problèmes et les solutions. Eh ben, parlons-en de cette préparation, Fred, puisqu'on a eu, 6 matchs, si je ne dis pas de Ça, bêtises, de c'est cette ça. équipe de France. 2 victoires, sur les 2 premiers matchs, contre, la La Turquie, Turquie, c'est ça. et l'Allemagne, si je ne m'abuse. Et puis ensuite, on a enchaîné, les défaites, juste contre cette même Allemagne à Montpellier, contre la Serbie, ensuite à Lyon, Orléans, c'était contre le Canada qu'on a Mmh. perdu et le dernier match de prépa, c'était contre, l'Australie L'Australie. qu'on a perdu d'un petit point aussi. Qu'est-ce que, de façon très globale, qu'est-ce que tu vas retenir de ces matchs de prépa? Est-ce que tu es inquiet à la fin de ces matchs de prépa? Et est-ce que voilà, il y a quand même des matchs, des choses qui t'ont semblé, très évidentes, sur certains matchs? Bah, en fait, je vais juste revenir déjà sur le choix des équipes et encore une fois, j'ai l'impression que ceux qui décident à la fédé, i des fois, en fait, c'est un peu précipité. Je vais juste te dire, pourquoi. L'année dernière, bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. La préparation a été jugée mauvaise parce qu'on a joué des équipes trop faciles, OK? Mmh. Et derrière, on s'est craché, on a été surpris, dès le premier match et voilà. Cette année, c'est pas exactement la même compétition. L'année dernière, il faut comprendre que si on perdait le premier match contre le Canada, derrière ça allait être très compliqué parce qu'il y avait une deuxième phase
où cette défaite pouvait aussi t'handicaper pour te qualifier en quart de finale. Là, c'est pas du tout le même format. C'est pas du tout le même format et on a su plus tard le nom des équipes qui composaient le groupe, mais les matchs amicaux ont été choisis bien avant le tirage au sort. Ça fait on a joué 2 fois contre l'Allemagne qu'on va rencontrer là lors des JO. Mmh. Donc c'était un peu des matchs de dupes, hein. Le premier, l'Allemagne n'a pas fait jouer son équipe type parce que Franz Wagner et Mo Wagner n'ont pas joué. Ils n'avaient pas l'autorisation parce que ben, les deux n'avaient pas encore signé leur extension de contrat à Orlando. Et Dieu merci, ils sont encore à Orlando. Et le match retour, bon, il manquait Daniel Theis, mais c'était un peu un match de dupe parce que tu n'as pas envie de trop montrer ton jeu, trop montrer tes cartes. Bon, bref. Et derrière, tu joues des tops équipes. Tu joues le Canada. D'un côté, c'est bien parce que tu vois tout de suite tes failles. Tu vois tout de suite tes failles. Mais Mmh. d'un autre, tu te dis, tu vas pas monter. Enfin, tu vas débuter la compétition, tu n'es pas du tout en confiance. Tu n'as aucun match référence. Tu aucun match référence parce que la Turquie, c'était l'équipe B de la Turquie. Et Mmh. tu Ouais. n'as aucun match de référence avant de commencer le tournoi. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, la programmation, elle a pas été bonne. Elle n'a pas été bonne parce que, voilà, ils sont juste partis du constat que l'année dernière, ben, on a joué des équipes trop faibles. Donc, quand on a joué le Canada, bah, tout de suite, c'était trop compliqué. Donc là, on va faire l'inverse. Sauf que la réflexion, bah, non, mais pensez à ce qui se passe après, en fait. On va pas jouer des équipes tout de suite comme le Canada. Voilà, enfin, jouer au moins une équipe, deux équipes fortes, je comprends, il n'y a aucun souci, mais peut-être que ça aurait pu être fait légèrement différemment et de sortir en fait de cette prépa avec peut-être un adversaire. Bon, l'Australie, je pense que c'est un adversaire abordable et c'était un match où on a vu quand même énormément de bonnes choses, mais je pense qu'encore une fois, voilà, la programmation, elle n'a pas été optimale parce que ça a été précipité et c'est comme la liste, on n'en a pas parlé, mais l'équipe de France a dû rendre sa liste le 8 juillet, alors que le Soudan du Sud, a rendu sa liste hier Ouais. soir. Et Donc, ouais. et ça, encore une fois, je comprends pas. Je comprends Mmh. pas. C'est le CONSF qui a ordonné ça. Mais on s'handicape. En fait, on se tire une balle dans le pied parce que Vincent Collet a sélectionné des joueurs qui, je pense, lui, pensait que ces joueurs allaient avoir un rendement différent. Et je pense que s'il avait eu plus de temps, peut-être que la liste aurait été différente. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. 1er match contre, on l'a pas notifié, mais 1er match, ce samedi contre le Brésil, pardon. On jouera ensuite contre le Japon et contre l'Allemagne sur le dernier match de poule de cette compétition olympique. Voilà. Donc ouais, comme je te disais, comment toi tu analyses ces matchs-là? Beaucoup ont justement parlé de cette, manque de confiance à l'arrivée puisque tu t'enchaînes quand même 4 défaites face à 4 équipes, qui sont théoriquement au même niveau que toi, pardon, sur le papier dans le sens où, ils prétendent à la médaille et donc toi aussi, donc voilà, tu peux, en théorie, les regarder les yeux dans les yeux. Sauf que, bah, tu perds et tu arrives avec un manque de confiance, évident et surtout, bah, beaucoup de lacunes, qui ont été ciblées. Tu parlais justement de ces matchs, peut-être trop mal gérés. Est-ce que tu arrives quand même à en tirer des enseignements malgré le fait que, voilà, ça a été, parfois des matchs un peu truqués, pas truqués dans le sens où Non, oui, et forcément l'Allemagne, en fait, en gros, ça reste de la prépa, donc on peut jamais mmh mh. vraiment savoir à quel point les systèmes qui vont être joués seront ceux qui seront joués en match. Toujours est-il qu'en fait, le problème, c'est pas de perdre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la manière. Et là, comme tu dis, au départ, on a joué des équipes qui, normalement, étaient de notre en tout cas, on vise la même chose que Mmh. ces équipes. On a vu que la Serbie, on n'était pas au niveau de la Serbie. On a vu qu'on n'était pas au niveau du Canada. On a vu que oui, bah, l'Australie, ça va être du même calibre à peu près. Et c'est pas une équipe qui vise pour moi, qui vise la médaille, parce que c'est un cran en dessous. On le fera plus tard, parce qu'on va faire un ranking aussi, un autre podcast avec Mmh. un autre ranking. Mais c'est en ça, en fait, que la préparation, pour moi, elle fait un peu mal. C'est qu'on s'est rendu compte que bah, la médaille, en fait, ça va être très, très, très compliqué. Et je ne sais pas si c'est le but d'une préparation de se dire, ah ouais, finalement, le chemin, il est beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Donc, bon, en même temps, voilà, on sait d'où on part. On sait d'où on part réellement. Donc, le motif
Je sais pas si c'est un motif de satisfaction, mais c'est peut-être un mal pour un bien. On est plus réaliste maintenant. On Carrément. sait que on n'a pas l'effectif taillé pour jouer la médaille de manière, voilà, assumée. Là, Alors, trou ça va être une bataille. À chaque match, ça va être une bataille. Va falloir trouver des solutions, on va en parler. Pour conclure quand même cette partie, avant d'enchaîner sur la suite qui nous intéresse, particulièrement forcément sur ces faiblesses, on va les pointer et parler un peu plus, tactique là-dessus. En 1er match contre la Turquie, maîtrisé, mais parce que bon, effectivement, tu l'as dit, c'était une équipe, assez faible turque. On a eu beaucoup de difficultés sur les autres matchs. Il y a quand même du positif, notamment sur le dernier match face à l'Australie qu'on perd d'1 point. On a vu quand même des meilleures choses, dans l'exécution et dans les intentions aussi. Ça sera, bien évidemment des choses sur lesquelles on pourra s'appuyer, pour cette équipe de France. Voilà pour, le bilan en gros avec, donc ces 4 défaites, de rang pour terminer la prépa. On n'arrive forcément pas en confiance, mais du positif quand même avec, ce dernier match contre l'Australie. Et si tu veux le bien, mon cher Fred, je te propose de passer tout de suite à cette grande section sur, les faiblesses de l'équipe de France. Je pense que c'est ce qui va quand même intéresser. J'ai lu beaucoup de choses, j'aimerais aussi avoir ton avis sur ce qui manque à cette équipe, à ces Bleus. Mmh. Est-ce que tu peux nous résumer, toi, un petit peu, dans les grandes lignes, ce que tu as ciblé? Toi, le coach émérite que tu es, et sache que je militerai, pour qu'à la fin des JO, Vincent Collet, laisse le poste et que tu le reprennes. Donc, n'hésite pas à nous dire dès maintenant et j'enverrai tout ça à la fédération juste après. Écoute, moi, j'ai ciblé sept choses. OK? On va commencer par l'identité. Tu en as parlé, je vais reprendre la phrase que Vincent Collet a dite aux joueurs lors du rassemblement. C'était avant le premier match contre la Turquie. Parce que Ouais. c'est un truc qui est documenté vu que la Fédération française de basket sortit un super reportage d'ailleurs, sur, justement cette prépa des Bleus. Donc il cite, là, c'est sur l'identité, c'est Vincent Collet. «L'identité de l'équipe est d'abord défensive. Ce sont les premiers aspects qui vont être évalués. Je veux une équipe qui soit la meilleure défense de la compétition. C'est à ce prix-là qu'on va faire ce qu'on veut faire. Il faut que tout le monde en soit persuadé à votre niveau. Voilà, il dit que tout le monde doit faire des efforts. C'est ça le chemin de la sélection pour tout le monde. Le deuxième, je veux donc le deuxième critère, deuxième aspect, je veux que la balle bouge. C'est le deuxième critère de sélection. Notre identité, c'est la défense et le partage de la balle. On sera intraitable là-dessus, pas pour emmerder, pour gagner. Donc, les arguments, on peut se dire, ben oui, Oh, enfin, oh, c'est très bien, ok. Le sur le papier, c'est seul incroyable. truc qui me pose problème, c'est qu'on est en 2024. Ok, on est en 2024. En 2024, il est impossible de baser son identité uniquement sur le fait de se dire on va être la meilleure défense. Tu vas jouer contre les meilleurs joueurs de la planète. Chez Gilgeous Alexander, LeBron James, Stephen Curry et j'en passe. Yannis Antetokounmpo, bref. Pour moi, c'est un peu irréaliste de se dire que tu vas gagner une compétition uniquement grâce à ta défense. Et surtout, dans l'effectif de l'équipe de France, on a les deux meilleurs défenseurs du monde sans doute pour protéger le panier. Rudy Gobert et Victor Wembanyama, c'est très important. Mais sur les lignes arrière, tu n'as pas Lugensdort. Tu n'as pas un stopper défensif d'un calibre All-NBA, qui est le meilleur niveau de Franck basket. Franck Ntilikina. Non, mais Ah ouais, je rigole. et c'est là que tu te dis, déjà, il y a un manque de lucidité par rapport à cette déclaration. Après, c'est bien, parce que tu veux instaurer quelque chose. Mais aujourd'hui, pour moi, en fait, c'est une évidence. Chaque équipe va vouloir défendre dur. Le Canada, ils ont une équipe pour défendre très, très dur. Et justement, sur les lignes arrière, ils sont très, très durs. Donc déjà, si dans ta réflexion, tu te bases uniquement pas uniquement sur ça, parce que du coup, il y a le partage de balles en attaque, mais il y a- il y a- on va voir enfin, du coup, dans sa construction de liste, tu vois que c'est très défensif et que l'aspect offensif, il va être tourné qu'autour des joueurs intérieurs. Donc déjà, pour moi, là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce qu'il y a des joueurs, tu peux pas les arrêter.
Les Shea, je te dis, Shea Gilgeous-Alexander, les LeBron, les Joel Embiid, les Nikola Jokic, personne n'arrive à les arrêter. Mmh. Ils sont inarrêtables. Aujourd'hui, pour être une bonne défense, il faut avoir des profils complets, mais surtout, il faut savoir être bon en attaque. Il faut savoir être très bon en attaque. Et là encore, je me dis, bon, si derrière ce que tu dis, tu as une idée en tête, et on l'a vu sur les premiers matchs, c'est de la défense tout-terrain. Ok, la défense tout-terrain, il faut y aller. On a vu que Ouais, ça peut marcher avec le Paris Basket, tu vois, cette année. Et encore, on a vu les limites face à Monaco. ouais, ouais, sur Donc les certaines séquences. meilleures équipes, même une défense hyper agressive, si tu n'as pas de la rotation derrière, ça va être dur. Et nous, on a des très bons défenseurs, mais encore une fois, je le répète, on n'a pas un gars du niveau de Lugensdorf, Mmh. tu vois. Et même au niveau de Nickel Alexander Walker, tu vois. On a de très bons. Isaiah Cordigné, c'est un très bon défenseur, mais c'est pas ce top niveau-là. Donc déjà, pour moi, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Déjà dans l'identité. Et après, quand il dit je veux un partage de balles, mais comment tu fais partager la balle? Pour que le ballon il puisse circuler, il faut être dangereux en attaque. Le problème, c'est qu'en sélectionnant que des profils défensifs, et on le voit, on a du mal à servir les grands, justement parce que les défenses trichent. Les défenses savent que Mmh. la balle va aller à l'intérieur. Elles savent que c'est le plan de jeu de l'équipe de France. Donc, en fait, elles peuvent se permettre de tricher sur Bilal Koulibaly, elles peuvent se permettre de tricher sur Franck Nilikina, elles peuvent se permettre de tricher sur plein de joueurs. Et le problème, c'est que les joueurs qui sont censés apporter ce danger en attaque, Evan Fournier, Evan Fournier, il n'est pas du tout Ouais. à son niveau. Pas du tout au niveau auquel on l'a vu en équipe de France par le passé. Et ça rend encore la tâche plus facile pour les adversaires, encore plus difficile en attaque pour nous. Donc déjà, c'est le gros problème. Donc là, je te disais en plus, pour que la balle, elle circule, j'ai dit le plus simple, c'est d'avoir des joueurs qui créent ces prises à deux là. Donc on l'a avec Victor Wembanyama, on l'a avec Gershon Yabusele. Mais derrière, voilà, les autres joueurs Ça sont fonctionne trop pas. inoffensifs. Mmh. Ils sont trop inoffensifs. Et la deuxième façon de faire bouger la balle, c'est justement créer énormément de mouvements, tu vois, sans ballon. Sans les Mais C'est dur, avec ouais. les joueurs que tu as sélectionnés, tu as sélectionné Nicolas Batum, Nando De Colo, Evan Fournier. C'est des joueurs qui sont vieillissants, qui n'ont pas le même boost qu'à une certaine époque. Tu t'es privé de Nadir Rifi, tu t'es privé de Sylvain Francisco. C'est compliqué en fait. Et c'est pour ça que pour moi, la liste, elle n'est pas cohérente par rapport à ce que tu veux faire en attaque. Partager la balle, c'est pas cohérent si tu as des joueurs qui sont inoffensifs sur les lignes arrières. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu Nando De Colo jouer beaucoup plus lors du dernier match. Et c'est pourquoi aussi ça a été franchement beaucoup plus convaincant le dernier match contre l'Australie. Mmh. Ouais, carrément, carrément, justement parce que, on a trouvé une identité peut-être qui correspond un peu plus à enfin une identité, en tout cas un projet de jeu un peu plus logique, effectivement. Pour aller dans ton sens et bon, ça fait partie des points que j'avais notés, justement alors, on parlait du secteur intérieur qui était très bon. Forcément, je voulais cibler quand même, ce secteur extérieur, qui je trouve est effectivement, tu l'as dit, assez vieillissant, qui a du mal à sanctionner, en fait, tout simplement heu, tout, en fait, on va avoir, tu l'as dit, des prises à 2. Tu peux ressortir sur tes lignes extérieures, bam, ça sanctionne pas, ça rentre pas les tirs ou quand ça a la possibilité, bah, un point on en discute souvent avec des amis, voilà, qui sont dans le basket. On se posait la question: «Mais qui est capable, dans cette équipe de France, de passer en 1 contre 1?» Qui est passé capable de déborder son défenseur? Personne, Mathieu littéralement. Sfasel est capable de le faire. Il est capable de le faire. Mais c'est pas ce joueur-là. C'est pas C'est ce. pas ce joueur-là, On c'est est d'accord. exactement ça. Techniquement, il est mais voilà, on va pas demander à Franck Ntilikina d'aller, c'est pas à lui de faire ça. Evan Fournier le fait plus. Il a dû enfin, en tout cas, il a un peu plus de mal à le faire et c'est plus dans ses qualités et on le sait qu'il a eu du mal enfin, il a pas beaucoup joué cette saison. Donc voilà, on n'a pas cette capacité à déborder sur du 1 contre 1 donc heu, appuyons-nous sur la force collective et sur la force collective, l'autre point, aussi, que je ciblais pour aller dans ton sens, en fait, on démarque jamais
Personne et ça, c'est un gros souci, de le ballon qui circule et on se retrouve toujours à jouer du 1 contre 1 ou à prendre des tirs assez difficiles parce qu'en face, les défenses, tu l'as dit, ciblent, très facilement, nos secteurs intérieurs sur lesquels on va tenter de jouer, mais tu te retrouves souvent, très souvent, trop souvent avec un Victor Wembanyama très loin du cercle, qui prend ses écrans, qui servent pas à grand chose très loin du cercle et qui se retrouve, balle en main, sans solution. Il y a les écrans qui servent à démarquer nos lignes arrière, ne servent à rien et tu te retrouves à refiler la balle à ton meneur qui est avec, je sais pas, 5 secondes ou 6 secondes sur la possession et bon, allons-y, let's go, tu drives pas, on sait pas enfin, il y a vraiment un manque de solutions assez criant et j'arrive pas à enfin, je comprends enfin, je les vois, ces problèmes-là et j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent pas à s'en sortir un peu mieux, à prendre des décisions un peu plus fortes dans le jeu pour, justement sortir de ça. Non, mais après, pour moi, tu vois, ce que tu pointes, c'est un problème de profil. C'est un problème de profil parce que encore une fois, voilà, pour créer du jeu, vu qu'on n'a pas ce gars-là, il faut les démarquer via des écrans non porteurs. Le problème, c'est que les adversaires, ils savent ça et ils défendent très, très bien. Ils défendent très, très bien ces actions, surtout le Canada. L'Australie, un peu moins, et c'est pour ça qu'on a vu aussi que le jeu était mieux contre l'Australie Je parce que le Canada, il contestait tous les écrans mmh, non porteurs étaient hyper bien contestés. Tout était difficile. Tous les démarquages étaient difficiles. Du coup, et vu que tu n'as pas un porteur de balle qui est capable de foutre une pression à la défense, ben, ça triche, ça triche, ça triche, ça mmh, triche. Donc, au final, oui, on se retrouve à, bah oui, au lieu de recevoir la balle à 45 degrés, tu la reçois beaucoup plus loin. Tu la reçois à 45, mais beaucoup plus loin, très, très, ouais, très éloigné. Victor aussi, aujourd'hui, son défaut, c'est qu'il n'est pas encore assez solide ouais, pour garder une position à l'intérieur et pas se faire repousser. Dylan Brooks, il l'a mangé sur ça. Il l'a mangé sur ça. Et c'est pas contre lui, bah justement, ça fait partie d'une de ses faiblesses. Mais si ton jeu il est tourné autour de ça, bah c'est sûr, c'est sûr. Bah regarde, tes écrans non porteurs ils sont contestés, tu reçois la balle dans des endroits qui sont pas adéquats, idéaux, tu n'arrives pas à servir tes intérieurs. Oui, derrière, c'est improvisation. Tu te retrouves à jouer du pick and roll avec des joueurs qui sont pas, voilà, des porteurs de balles qui sont pas dangereux. Donc, la défense, elle triche. Donc, oui, tout est difficile. Tout est difficile. Et comme tu dis, et je te rejoins à 100%, pas de joueurs de 1 contre 1. Les joueurs qui sont censés apporter, parce que tu disais Franck n'est pas. Franck, il devrait faire ça. Parce que sur la préparation l'année dernière, c'est ce qu'on avait vu faire. Et c'est pour ça qu'on était très déçus qu'il se blesse et qu'il ne participe pas à la Coupe du Monde, parce qu'il nous aurait fait du bien. Mais entre-temps, il n'a pas beaucoup joué. Et là, ça se voit. Et là, ça se voit. Il rate tout. Il a tout raté. Il a tout raté. Toutes ces mmh, initiatives-là de 1 contre 1. Parce que parfois, il passe, mais il rate ses tirs. Il n'est pas en confiance. Et oui, le problème, c'est ça. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Nadir Rifi n'a pas été gardé. Parce qu'il apporte ça. Et c'est pas comme si c'était quelqu'un bon, il a des errances en mmh, défense ouais, je pense, off-ball, loin du ballon. Mais c'est un mec qui est énergique, il est capable de défendre tout terrain, il est capable voilà, de mettre un gros boost, que ce soit en défense ou en attaque. C'est pour ça que je ne comprends pas. Encore, à la rigueur, Elio Kobo, je peux comprendre dans le sens où il a déjà eu sa chance. mmh, Il a pas apporté ce qu'il devait apporter, mais surtout, ben, comme je te l'avais dit l'année dernière, à quoi ça sert d'avoir Elio Kobo si on ne le laisse pas être Elio Kobo? C'est comme Sylvain Francisco. Si tu mmh prends Sylvain Francisco, il faut le laisser être Sylvain Francisco. C'est pareil pour Nadir Rifi. Donc, l'un des problèmes que j'ai ciblé, tu vois, c'est justement que Vincent Collet, et c'est d'ailleurs Laurent Sierra dans sa déclat là, sur RMC Sport, qui avait dit un truc sur Vincent Collet, et je suis d'accord avec lui, c'est quelqu'un qui veut trop contrôler le jeu. C'est quelqu'un qui veut contrôler le jeu, contrôler les possessions. Contrôler. Je peux comprendre, c'est cohérent avec ce qu'il veut en défense, tu vois. Le fait de contrôler les possessions en attaque, ben, ça fait que derrière, tu assures ta transition défensive et tout. Ça, je peux le comprendre. Et le problème, c'est qu'en 2024, ça marche plus comme ça. On a besoin d'un peu plus de folie. Et moi, ce qui me dérange un peu, c'est que du coup, nous, on s'ennuie aussi devant le jeu de l'équipe de France. On prend pas de mmh, plaisir. On prend pas de ouais, plaisir parce qu'on sent que c'est laborieux. Et en plus, on est une équipe qui court même pas. Notre défense, on récupère plein de ballons, mmh, mais ouais, c'est dans un l'identité, c'est pas le tout derrière, tu récupères la balle, le tout, on fonce le tout pour l'attaque. En le jeu plus, de transition est problématique effectivement, ouais. mais en plus, c'est lié, tu vois. C'est bête aussi de baser ton identité sur la défense.
si tu n'as pas une bonne attaque. Parce qu'on perd énormément de balles. C'est l'un de nos plus Mmh. gros défauts. Mmh. C'est qu'on perd encore quasiment 20 ballons par match dans Ouais, cette préparation. Ça fait que bah, on concède beaucoup de points sur du jeu rapide après des pertes de balles. Une ouais. vingtaine de points. Donc, on est une bonne défense. Mais tu rajoutes ces 20 points, allez, entre 10 et 20 points que tu encaisses par match parce que tu perds des ballons et parce que tu donnes du jeu rapide aux adversaires. Donc, même si tu es une bonne défense, bah, ta bonne défense, elle est handicapée par tes balles perdues. Et les balles perdues, c'est l'attaque. Donc, tu vois, il y a toujours, en fait, Non, je suis d'accord. c'est bête de penser que défense, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux avoir une bonne défense, il faut que tu aies une bonne attaque aussi. Et si tu veux avoir une bonne attaque, il faut aussi que tu aies une bonne défense qui te permette d'avoir du jeu rapide. Tu vois, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu, voilà, ce que je reproche à Vincent Collet sur ses choix, parce que même s'il y a un fond de cohérence, au final, c'est incohérent. Il y a plein de choses qui sont incohérentes, tu vois. Et pour moi, voilà, moi je suis très inquiet de ce que j'ai vu de Vincent Collet sur cette préparation, parce que pour moi, il a pas la même lucidité qu'il avait pu avoir sur les années précédentes. On l'avait vu déjà à la Coupe du Monde où ces ajustements, ben, ils n'étaient pas forcément pertinents d'un match sur l'autre. Bah, en vrai, à la Coupe du Monde, il n'y a eu que deux matchs, hein, que le Canada et la Lettonie. Mais comme je t'avais dit l'année dernière, j'ai l'impression que les corrections qui avaient été faites contre la Lettonie, c'était dit en lien direct avec le match contre le Canada. Sauf que c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes forces, c'est pas les... Donc voilà, et là je le vois sur la prépa. La prépa, pour moi, il m'a pas rassuré du tout. C'est pour moi ma grosse inquiétude, c'est le niveau actuel de Vincent Collet, son niveau de lucidité et même son niveau de coaching de manière globale. C'est Mmh. quelqu'un qui, je pense, qui est encore très bon dans le diagnostic. Il voit ce qui fonctionne pas, mais il n'est pas bon pour les solutions. Tu vois, Mmh. enfin, moi, ce que Il a du mal à les appliquer, j'estime, ouais. ouais, il apporte pas les bonnes solutions. Et de Enfin, toute façon, je pense de que, ce que j'ai vu. et tout le monde sera plus ou moins d'accord, qu'on est sur une «fin de règne» entre guillemets de Vincent Collet, mine de rien, et notamment, un peu, alors sans faire trop de parallèles avec, Didier Deschamps, l'équipe de France de football et cetera. Mais il y a un truc qui est assez criant aussi dans les effectifs, c'est les joueurs que tu vas mettre, les joueurs que tu prends et les joueurs que tu mets sont aussi tes relais, sont aussi tes, et là, les leaders de cette équipe-là sont, vieillissants ou plus indiscutables. Un Nicolas Batum a du mal à faire passer ses messages, je trouve, de plus en plus, malgré le fait qu'il reste un très bon joueur. Mais je le trouve un peu moins, enfin un peu moins, pas assez leader selon moi, justement pour prendre les rênes de cette équipe. Enfin j'aimerais en fait, je te dis ça dans le sens où j'aimerais bien le voir un peu plus justement affirmé, sur les 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 choix ou sur le jeu, avoir un peut-être un peu plus, en plus on sait qu'il est capable de le faire, peut-être un peu plus dépositaire sur le jeu. Un mec comme, Evan Fournier qui est ton un de tes leaders parce qu'il a participé au dernier JO, que ça fait un petit moment qu'il est là en équipe de France. Lui, pareil, il est en difficulté dans son jeu, donc il force, donc tu as du mal à faire passer ce message-là et en fait, les joueurs que tu as, bah, ça c'est une nouvelle génération pour la plupart. Je pense aussi à un Nando De Colo qui a du mal aussi, qui a fait, les JO, qui a fait trois olympiades, je crois, donc qui est avec Vincent Collet depuis avec Batum depuis une Mm. éternité et qui sont vieillissants, qui ont du mal à être, vraiment ces leaders d'équipe que tu attends et je trouve que, pour aller dans ton sens, c'est un peu un tout avec Vincent Collet qui a du mal à faire passer ses messages et qui a du mal à trouver des solutions et les leaders, enfin ces relais, ces principaux relais, bah, ne le sont pas assez fort, pour justement marquer l'identité que, le coach, veut mettre dans cette équipe. Mais ce que tu soulignes, c'est hyper intéressant parce que quand tu as des leaders de vestiaire, il te faut des leaders techniques. Aujourd'hui, le leader technique, c'est Victor Wembanyama. Et c'est là, en fait, le problème. C'est là le problème. C'est que, oui, Evan Fournier, il devrait avoir l'aura, tu vois, l'aura de. Et le truc, c'est qu'il essaye. En plus, pour moi, il fait les efforts. Il fait les efforts défensifs et il fait l'effort aussi en attaque de pas trop jouer pour lui. D'ailleurs, il y a quasiment plus aucun système qui est joué pour lui Mmh. aujourd'hui. Donc, tu vois, le downgrade déjà de base d'Evan Fournier fait que ça va pas l'amener à retrouver son meilleur niveau parce que déjà, dans ce que tu veux, bah, tu l'empêches de faire ce Tu qu'il avait ouais. fait sur les années passées. Tu vois? Alors que l'année dernière, mine de rien, on tient tête au Canada sur la première période parce qu'il met des gros tirs. Et contre la Lettonie, il met des gros tirs aussi. Et là, en fait, là, on retrouve pas ce truc-là parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression aussi que
Du coup, il a été un peu trop traumatisé de cette expérience et il bride un peu ses éléments offensifs parce que, voilà, aujourd'hui, son jeu, il est tourné qu'autour de Victor Wembanyama. Il faut pas se leurrer, autour de ses intérieurs en tout cas, parce que heureusement, on a Gershon aussi qui sort du banc et Mathias Le Sort qui sont vraiment deux options très fortes sur le jeu intérieur et qui poussent justement les défenses à s'adapter et qui peuvent nous créer Mmh, des tirs ouverts. Mais et c'est là, en fait, il a déjà créé une Victor Wembanyama dépendance, malgré lui. Malgré lui, je pense pas que c'était vraiment sa volonté, mais le choix de la liste fait que bah, le joueur qui va te sortir de situation, en fait, c'est lui. Quand tu vois que Victor Wembanyama est le meilleur marqueur, meilleur passeur, meilleur rebondeur de ton équipe sur la prépa, ça en dit ça long, veut dire ça quelque en chose. dit Ouais. long, ça en dit long. Et le truc, c'est que bah, Batum, moi, je le trouve, bah, je le trouvais bon, enfin, je le trouve bon sur la prépa, je trouve qu'il a été bon, mais c'est pas encore une fois le Batum qu'on a connu sur les années précédentes, parce qu'en attaque, tu sens déjà qu'il est beaucoup plus limité. Ok, sur la création, sur les trucs. Il perd beaucoup de ballons, il perd Mmh. beaucoup de ballons quand même. Et C'est c'est ça le truc, c'est que nos anciens, nos joueurs, nos leaders, c'est des joueurs qui perdent énormément de ballons. Non, mais Ça, c'est et pour ça que je dis ça, ouais. hein. Et ça, c'est C'est problématique. tu et je comprends et enfin, je vais quand même dans le sens de Vincent Collet, ensuite on parlera, d'autres choses, hein, mais je vais quand même aussi dans son enfin, dans son je le comprends quand, il prend un Evan Fournier à la place peut-être d'un Nadji Riffi en se disant: «Eh, Nadir a jamais fait de compétition internationale, on part sur les JO les plus relevés de l'histoire, on a Evan Fournier, profil et Oui. cetera, Batum, Ah, tu reprends Nando De Colo que tu connais très bien, mais tu du vas coup, de tu essaies d'avoir tes mecs avec toi, mais mais, mais oui, mais du coup, c'est incohérent avec ce qu'il veut de base. On est d'accord. Parce que, en fait, non, mais parce que Nando De Colo et Evan Fournier, ça reste nos meilleurs créateurs sur les lignes arrière. Sauf qu'ils sont pas encore à leur niveau mmh mh. qu'on espère. Mais en plus, ils sont pénalisants en défense. Et les deux Ouais, sont ouais. pénalisants en défense. Surtout Evan Fournier. Surtout Evan Fournier. Parce que, voilà, lui, il a vraiment beaucoup de difficultés en défense. Donc, Ouais, ouais, je là, comprends le pour point moi, de vue. tu montres déjà une première incohérence par rapport au message de base. Au message de base. Mais je comprends. Il leur fait confiance. C'est une preuve de confiance de les prendre dans ta liste. Mais au final, ça handicape l'équipe, ça handicape ton collectif, ça handicape ce Mmh que mh. tu souhaites faire des deux côtés. Ça handicape des deux côtés. Ça handicape surtout ta défense, en fait. Parce qu'en attaque, il Effectivement, t'apporte pas. Tu vois, en attaque, il t'apporte pas ce que tu aimerais qu'il t'apporte. Il te coûte en défense. Donc au final, c'est peut-être des joueurs qui te coûtent un peu plus. Ça, c'est enfin, pour Nando Colo, Nando De Colo, je suis un peu plus partagé parce que pour le coup, sur le dernier match, on a vu qu'il était capable de qu'il est capable de le vraiment faire. apporter en attaque. Mais Evan Fournier, là, malheureusement, sur ce qu'on a vu de la préparation, ben, il te coûte plus qu'il ne t'apporte. Et quand Mmh. tu disais la jeunesse, et Lamine Yamal, tu penses qu'ils se sont pris la tête Ouais, à- ouais, Mais non, mais c'est là où on dit, putain, des fois, l'expérience, manque de prise de risque, hein, effectivement, je suis voilà, d'accord, et ça, c'est ce qui manque et c'est la dernière chose, faiblesse que j'aimerais souligner et c'est ouais. un peu un coup de gueule, en fait. En France, j'ai vraiment l'impression qu'on pense qu'à travers le prisme du résultat. Le prisme du résultat et c'est d'un ce cynisme vraiment m'exaspère parce que nous, on nous prend enfin nous, spectateurs amoureux du sport, on nous prend un peu aussi, pour des imbéciles. Nous, on veut kiffer avant tout. On veut kiffer avant tout. Après l'Euro qu'on vient de passer en foot, franchement, la seule chose qu'on souhaite, en fait, c'est du jeu. C'est du jeu, on s'en fiche, on peut sortir en quart de finale si on a kiffé. Franchement, l'équipe de France de foot, j'ai kiffé en 2021. Mais j'ai plus kiffé l'équipe de France en 2021 qu'en 2018. Bon, il y a eu les matchs à la fin, les matchs contre l'Argentine, c'était un match un peu fou. Mais sinon, j'ai plus kiffé sur cette équipe-là avec Benzema. Il y avait un peu, il y avait du jeu et on a ressenti des trucs. Et le basket, mine de rien, quand tu faisais la comparaison, pour moi, je te rejoins, parce qu'il y a cette rigidité de on veut contrôler en fait. On a une bonne défense, on a des bons joueurs défensifs, donc on va se baser sur ça. Donc on attaque, on va faire en sorte de pas trop pénaliser notre défense, sauf qu'au final, tu la pénalises, parce que voilà, il y a beaucoup de pertes de balles, et qu'au final, ben, c'est une équipe qui dégage pas grand-chose finalement, l'équipe de France. Mmh Même mh. si tu as cette identité défensive, ben non, parce que tu n'as pas pris tous les gars qui sont capables d'apporter. Mais vraiment, 5 chiens sur le terrain. Et là, je te dirais, ah ouais, ah ouais. Contre la Turquie, on a vu ça. Sur les premiers matchs, on a vu ça. Mais c'est contre le Canada, c'est qu'on veut voir ça. Mais ces gens-là, alors, sur le terrain, mais ces gars-là qui sont capables d'apporter cette énergie et assument le truc jusqu'au bout.
Parce que, mais bon, voilà, encore une fois, ça va te coûter en attaque. Mais au moins, tu apportes quelque chose. On manque d'agressivité, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve parce que si l'équipe de France fait demi-finale et fait une médaille comme ça, on va se dire, bah, c'est bon, ça justifie le truc. Non, il faut donner quelque chose au moins. Mmh. Donne-nous quelque chose au moins parce que là, sur la prépa, on est inquiet et on n'a pas kiffé. On n'a pas kiffé parce que, ouais, ça manquait. En plus, ça manquait d'énergie, tu vois. Et vraiment, ça m'agace parce que ça reste du sport, ça reste du spectacle, ça reste. Il faut qu'on kiffe. Il faut qu'on kiffe. Et ça m'énerve que les équipes de France, quel que soit le sport, avec cette approche, pas tous les entraîneurs, mais cette approche rigide, cette approche cynique du jeu tourné autour du résultat, ah, franchement, moi, ça m'agace. Bon, Voilà. je pense que pour, compléter ce que tu dis, je pense que le fait d'avoir des JO aussi à la maison rajoute une certaine forme de pression supplémentaire dans le résultat et se dire: «Eh oui, peut-être qu'il faut, tant pis de ce beau jeu, tant pis de ces prises de risques, on va assurer ou en tout cas tout faire, pour pas se reprocher enfin pour pas qu'on nous reproche, quoi que ce soit». Peut-être que justement c'est un reproche qu'on va leur faire justement de ne pas avoir cette prise de risque et pour aller, un peu plus loin aussi, on a vu des équipes de France de jeunes très performantes, ces dernières années, encore champion d'Europe, Ouais, les U20. U20, là cet été, c'était le cas Bon, l'année dernière. Ouais. pour le coup, le coach Guillaume Visade, c'est un gars qui est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et c'est un mec qui, justement, va donner beaucoup de pouvoir à ses joueurs. Et de manière générale, on a trop d'entraîneurs en France qui sont encore dans l'école à l'ancienne de vouloir trop contrôler le jeu. Le jeu, il appartient aux joueurs. Et Mmh. Guillaume Visade, c'est un coach qui est en train de changer ça et qui change ça. Et c'est déjà un très grand pas en avant d'avoir nommé ce mec-là à la tête d'une équipe de France jeune. J'espère qu'il va avoir plus d'opportunités parce que c'est vraiment pour moi, le meilleur coach français à l'heure actuelle, c'est lui. Mmh. Et bon, en tout cas, voilà, justement, je pense, que, on arrive sur une fin de règne, comme je le disais, pour Vincent Collet, qui devrait, je sais pas, mais je pense que ça va, lâcher les rênes de l'équipe de France bientôt aussi, je pense. En tout cas, c'est ce que tout le monde souhaite et on a une génération très, très forte qui arrive autour, tu l'as dit, déjà des joueurs qui sont en équipe de France à l'heure actuelle. On parle de Victor Wembanyama, Bilal Koulibaly est là, également. On a Nadji Rifi qui est jeune aussi. Nos draftés NBA, qui ne sont pas là, que ça soit Sarr ou Riza Cher qui sont là, du Tidjane Salone aussi. Ça à voir ce que ça donnera en équipe de France. Est-ce qu'ils seront appelés, pas appelés, comment ça va jouer? Mais en tout cas, sur le papier, en termes de génération, on a une génération très forte qui arrive et on devrait peut-être avoir un peu plus de jeu que ce qu'on attendait récemment. Oui, mais j'alerte sur un truc. C'est bien d'avoir des joueurs en NBA. Quels vont être leurs rôles? Parce qu'en fait, on peut avoir plein de joueurs en NBA. C'est pas le problème. Le problème, c'est le plus important, c'est d'avoir des joueurs qui ont un rôle important. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on galère aussi. C'est vrai aussi, c'est Vincent Collet, il se retrouve avec des joueurs aussi. Oui, il a plein de joueurs à disposition. Très peu ont ces rôles de leader offensif dans leurs équipes, notamment sur les lignes arrières. Donc d'un côté, si c'est pas de sa faute, d'un autre, il aurait pu, voilà, bon, je ne vais pas revenir sur le truc, mais Mmh. Nadir Rifi, pour le coup, il a des responsabilités. Sylvain Francescu, pour le coup, il a des responsabilités. C'est ces mecs-là qu'il faut sélectionner. C'est ces mecs-là qui doivent aller en équipe de France. Il faut des mecs qui ont des responsabilités en club. Donc c'est bien la NBA, mais c'est encore mieux s'ils ont un rôle à jouer en NBA, mais pas de role player, le rôle Mmh. principal. Et c'est pour ça que j'ai énormément d'espoir en Nolan Traoré. Traoré, parce que Traoré, dans son ascension, dans son histoire, dans la construction de sa carrière, c'est le mec Mmh. autour duquel le jeu se crée. Et s'il va en NBA, il sera drafté haut. Et je pense que l'équipe qui va le drafter, il va le mettre, tu Très haut, vois, très haut. très très haut dans le jeu. Ça va être lui le créateur. Donc c'est pour ça que j'ai énormément d'espoir en Nolan Traoré. Après, il faudra voir. Faudra voir. C'est là que Oh. le travail de post-formation, il est ici important. Et le choix des joueurs est hyper important. Il faut que ces joueurs choisissent des équipes où justement ils vont avoir un rôle important en attaque. Parce qu'en défense, c'est bon, on a compris. On est des bons défenseurs. Maintenant, il faut se développer en attaque aussi. Parlons justement revenons sur cette équipe de France. On a quand même ciblé pas mal de faiblesses, tu l'as dit sur les profils, sur, la capacité
à attaquer notamment, et du coup surtout tous les problèmes inhérents à ça, que ce soit les écrans, le démarquage, le problème de 1 contre 1, les profils et cetera. Hem, Parlons quand même de points positifs, si tu le veux Oui. bien. Mmh. Heu, Qu'est-ce que tu as ciblé toi, heu, comme point positif, comme chose sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on doit s'appuyer pour cette compétition et qui vont, je suppose, nous faire gagner des matchs? Je l'espère en tout cas. Mmh. Bah, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, sur le dernier match, sur les 2 derniers matchs même contre le Canada, il y a eu des choses intéressantes. Alors, il y a beaucoup d'actions où on appelle le double drag. Double drag, c'est double écran, OK? Double écran Ouais, pour le porteur de balle et ça crée beaucoup de choses. Que ce soit, Victor Wembanyama ou Gershon en poste 4, il y en a un qui, après l'écran, va, bah, rester derrière la ligne à 3 points. Il y en a un autre qui va aller dans la raquette. Cette action-là a créé beaucoup d'actions de jeu, beaucoup de tirs ouverts. Donc soit on trouvait l'intérieur, s en relais, tu vois? On fait la passe au grand qui était souvent Wembanyama ou Yabusele et derrière on fait la passe au grand qui est en dessous, soit Gobert, soit le sort, ça crée des choses. Des fois, ça sortait pas sur le gars qui avait la balle, donc que ce soit Wembanyama ou Yabusele, eux, ils sont à ils sont droit tenables. pour le coup. Eux, ils sont à droit pour le coup. Donc là, déjà, il y a cette premier système que j'ai trouvé intéressant. Il y a les écrans de Victor Wembanyama, le pick and roll joué par Victor Wembanyama avec écran de De Colo ou écran de Gobert, pareil. Wembanyama aujourd'hui, c'est ta menace numéro un. Ouais, Faisons-le jouer des pick and roll en tant que porteur de balle, parce que c'est lui qui va foutre une grosse pression à la défense. Et c'est pour ça qu'en fait, Rudy Gobert, il est sublimé en attaque par Victor Wembanyama. Quand il joue ce pick and roll-là, surtout quand c'est joué proche du panier, ok, pas mmh, trop loin, parce que ouais, on sait que les gars, ils vont pas respecter Gobert et ils savent qu'ils vont rouler, mais si c'est très proche du panier, ils pourront pas laisser Victor aussi libre. Donc ça va sortir à 2 et donc, Gobert pourra rouler ou pire, ça va créer un tir ouvert à 3 points pour un autre joueur s'il y a une aide. Donc ça, c'était intéressant et pareil, quand Nando De Colo faisait des écrans à Victor Wembanyama, il y a personne qui veut switcher sur Victor Wembanyama sur ce type d'action, donc c'est très compliqué parce qu'il peut se trouver en fait, il est en mismatch sur tous les joueurs sur le terrain. Donc, déjà en tant que porteur de balle, ça apporte énormément de choses. Ce que j'ai vu aussi, c'est des systèmes en fait où, en gros, Nando De Colo arrivé lancé. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on sait, aujourd'hui, il peut pas monter la balle comme il pouvait monter la balle il y a quelques années. Aujourd'hui, tu le fais jouer avec Strazel ou Nilikina ou Albici, justement pour qu'il y en ait un qui monte la balle, et ensuite, dans un deuxième temps, on trouve Nando De Colo. Et il y a eu des systèmes, justement, où Nando De Colo arrivait en main à main avec l'intérieur. Bah, c'était un peu le même truc de base, c'est que tu fais sortir ton poste 4 ou ton ouais, poste 5, il reçoit la balle derrière la ligne à 3 points. Derrière, Nando De Colo arrive en course. Derrière, tu joues ouais, un pick and roll, comme un pick and roll, sauf que c'est un main à main. Et là, ça crée énormément de choses aussi. Tu vois, on apporte en fait des solutions en pick and roll. Elles existent avec Nando De Colo si on le trouve lancé. Elles existent avec De Colo. Elles existent aussi avec Victor Wembanyama en tant que porteur de balle. Evan Fournier, il faut voir. Il faut voir. Moi, j'espère que c'était que la prépa et qu'il suffit d'un match pour que ça se lâche. En tout cas, en termes d'adresse. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il est en capacité d'éliminer un gars en un contre un. Par contre, je pense qu'il est toujours capable de mettre des gros tirs. ouais. Il faut juste maintenant qu'il se débloque sur un match parce que voilà, le jour où il va mettre dedans, ça va changer plein de choses. Ça va changer plein de choses parce que les défenses vont sortir beaucoup plus fortes, on aura beaucoup plus d'espace. Mais de toute façon, le point positif, c'est que là, c'était les matchs de prépa. Les rotations, elles vont se resserrer pendant le tournoi. Mmh, Donc, on va avoir Victor Wembanyama qui va jouer sans doute 30 minutes par match, voire un mmh, peu plus. mmh, Gershon qui va avoir beaucoup plus de temps de jeu. Mathias Le Sort, j'espère aussi qu'il va avoir du temps de jeu parce que j'ai vu énormément de bonnes choses avec Mathias Le Sort sur le terrain, notamment sur ses actions de pick and roll. Parce ouais. que pour le coup, lui, il est capable de poser des écrans très hauts, ok, et Et de derrière créer quelque chose à travers ça. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le short roll, tu sais, parce que tu sors très haut, il y a des deux joueurs qui vont sortir sur le porteur de balle, donc l'intérieur, au lieu de couper complètement au panier, il va rester un peu dans une zone intermédiaire. ouais. Derrière, ça va créer du jeu. J'ai vu plein de bonnes choses avec Mathias Le Sort en tant que poseur d'écran. Donc voilà, et il y a des associations qu'on n'a pas énormément vues comme Gershon et Victor. Je pense que cette doublette-là, elle est hyper intéressante parce qu'elle est interchangeable. Que tu mettes Victor au poste bas ou Gershon au poste haut, il y a une menace à 3 points, il y a une menace en dessous. À Et si tu l'intérieur, ouais. fais et inversement.
Tu vois, le problème avec Rudy Gobert, c'est que C'est tu peux le mettre avec Gershon, tu peux le mettre avec qui tu veux, avec Victor. Le problème sera toujours le même, c'est que les mecs ne le respecteront pas s'il est à l'extérieur. Ça va tricher en tout cas sur Rudy Gobert. Mmh. Donc juste, mais bon, en mettant Rudy Gobert dans des conditions où voilà, Victor va toucher la balle près du panier, là, il peut être intéressant. Quand il est caché, il peut être intéressant, Rudy Gobert, dans un second temps. Et il y a eu toutes ces actions où justement, quand on arrive à trouver Victor au poste bas, là, c'est intéressant. Mais encore une fois, ça sera bien contesté. Ce sera bien contesté. Et toutes ces actions-là, parce que souvent, bah, il y a un arrière qui fait un écran pour que Victor il aille se positionner au poste bas. Contre le Canada, c'est pas passé parce qu'il défendait trop bien. Contre l'Australie, Mmh. c'est passé à quelques fois. Mais voilà, quand en tout cas tu trouves Victor au poste bas, il se passe des choses parce que ton jeu il peut se mettre en place. C'est un peu comme ce qui a fait la célébrité un peu des Warriors, c'est justement cette passe au poste bas. Derrière, il y a des écrans qui se font et ça libère des trucs. Ben, il y a un peu de ça avec l'équipe de France aussi. Il y a un peu de ça, sauf que bien sûr, on n'a pas les shooters, on n'a pas Steph Ouais, Curry, on n'a pas. Mais il y a du jeu qui se crée, il y a de la mobilité qui se crée autour de Victor Wembanyama et notamment Isaiah Cordigné. Moi, je le trouve très intéressant dans son jeu sans ballon. Aujourd'hui, voilà, il met pas ses tirs, mais en tout cas, sur les coupes, ouais, sur le ça court vite, positionnement, ça court, quoi. ouais, non, Enfin, mais ça ça court bouge, et ça se déplace intelligemment. c'est ça, ça Ouais, bouge, vite et vif. ouais. Surtout, c'est ce qui manque, peut-être, C'est un heu bon connecteur. Ce qu'on appelle un bon connecteur, c'est un mec qui fait bien une connexion après un premier avantage qui est créé. Donc, il y a quand même vraiment des choses sur lesquelles se baser et notamment aussi, on a marqué énormément de points sur des remises en jeu. On est bon sur les remises en jeu. Pas forcément sur les remises en jeu défensives, ouais, comme on l'a vu lors du dernier match. Mais en tout cas, non, en attaque, on est plutôt bon sur ça. On a marqué énormément de points sur ça. Donc, voilà, on a des joueurs, en fait, on a des configurations où quand tu mets Nando De Colo avec Victor, ça marche bien. Parce que Nando, ça reste quand même le gars qui est notre défensante, meilleur ouais. créateur. Avec Batum, ça marche bien. Batum a été à droit. Parmi tous les arrières, Batum a vraiment été à droit. Donc avec Batum, De Colo, Victor, Gershon et un autre porteur de balle, ça peut être Strazel. Strazel, moi je trouve qu'il apporte quand même des choses. Euh, Aujourd'hui, voilà. Bon, il met pas ses tirs extérieurs, mais sinon, sur tout le reste, moi il m'a plu sur ce que j'ai vu. Voilà, Ah ouais, à son il aimait échelle, pas. c'est déjà très, très bien. Il aimait pas, il les a tous mis contre, tous ses tirs, il les a tous mis en finale, de Betclic Elite contre le Paris Basketball. Ouais, mais peut-être qu'il les mettra du coup, Ah oui, pendant les j'espère. jeux Je pense voilà, tout ce qu'il avait dans son sac, il a tout mis en finale et il lui reste plus grand chose en et en tir et et dans les extérieur. points positifs aussi, un truc important, c'est les rebonds défensifs. Tu sais, ça a été notre faiblesse sur les 2 dernières Ouais, compètes. Rien que le fait d'avoir Victor en plus, ça ouais, a ça solutionné verrouille. pas mal le problème et en plus, avec cette identité, les équipes, elles cherchent même pas à jouer le C'est rebond. ce que j'allais dire, ils vont Mais pas du coup, tata à ça gauche à gauche, replie. ouais. Donc du coup, tu prends quand même moins de points. Moins de points sur les rebonds offensifs. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. Et je vais juste finir aussi sur, on n'a pas parlé de Bilal Koulibaly, mais pour moi, en défense, il a vraiment fait de très belles séquences. Ouais, Isaiah Cordigné aussi. Albissi aussi. Albissi a fait des très bonnes séquences défensives. Donc il y a quand même des points positifs sur ça, même si je t'ai dit, bah, les meilleurs joueurs, tu les arrêteras pas. Mais en tout cas, sur quelques séquences, tu as vu que Bilal, il pouvait vraiment embêter les meilleurs attaquants du monde. Pareil pour Cordigné. Donc ça, c'est vraiment un point voilà, qu'il faut souligner aussi et qui est positif parce qu'on ne va pas sur le premier tour affronter des chez Gilgeous et Alexander. On a 2 premiers matchs qui sont abordables. Après, ce sera plus compliqué. et ben, tu fais la transition parfaite puisque je voulais aborder avec toi, justement, après avoir parlé de cette équipe de France, notamment avec, bah, ses faiblesses et ses points positifs qu'on vient de souligner, d'enchaîner quand même sur, les adversaires de l'équipe de France pour terminer ce pod. Oui, mon cher Fred? Ouais, j'ai juste oublié un truc, on n'a pas défendu en zone pendant cette prépa. C'est peut-être une solution en plus aussi. Si on galère justement à défendre sur les extérieurs et qu'on veut continuer à protéger le cercle, peut-être que les défenses de zone vont être une solution et c'est peut-être le secret le mieux gardé par Vincent Collet pendant cette prépa. Peut-être, Voilà. j'allais dire, Voilà. est-ce que le fait de ne pas l'avoir vu en prépa signifie qu'on peut l'avoir,
Ils aux l'ont JO. fait Il dit par le comme passé, donc c'est défense de zone avec des joueurs expérimentés, c'est pas le plus mmh. De toute compliqué à façon, mettre en place. ils savent le faire donc effectivement, c'est Et ça pas permettrait de masquer justement les faiblesses de Colo et de Fournier en défense. À voir. C'est une bon, solution en tout cas. ça Voilà, sera je mets ça peut-être sur la testé. table. Ouais, ça sera peut-être, testé justement sur ces matchs, de prépa du premier tour pardon, Ouais. qui sont loin d'être des matchs Oh de le prépa, lapsus! pardon. Puisqu'effectivement, on aura des équipes, en tout cas les 2 premiers matchs sur des équipes un peu plus faibles, et je dis plus faibles pas forcément puisque, on a, pour parler de ce premier tour de l'équipe de France et de nos adversaires, on aura donc le Brésil, le Japon et l'Allemagne. L'Allemagne qu'on a déjà affronté, donc on l'a dit 2 fois en match de préparation cette fois-ci. Donc nos 2 premiers matchs contre, le Brésil, et le Japon. Pour parler du Brésil, rapidement, on est quand même sur le vainqueur du tournoi, enfin du tournoi de qualification olympique là, face à la Lituanie qui était, La qui était à Lettonie, domicile, Lettonie. Lettonie pardon, Ouais. Lettonie oui, j'ai noté Lettonie en plus, qui était à domicile en plus à Riga, et qui se sont qualifiés, qui reste une équipe, très sérieuse malgré tout, donc il faudra faire attention. Parmi le coaching staff, on a le nouveau coach du Paris Basketball, je tiens à le souligner quand même. Faisons des petites, parlons de ce dont on sait parler. Hem, Thiago Avant de Splitter parler du coup. avant de parler des autres équipes, comment toi tu vois justement notre premier adversaire, c'est cette équipe-là brésilienne? Est-ce que, ça te semble abordable quand même malgré les forces qu'ils peuvent avoir? Moi, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, du coup, moi, j'ai regardé de tout le TQO, Ouais, tournoi de qualification olympique et le Brésil, c'est très costaud défensivement. C'est très physique, c'est très physique. Ils ont un mmh, défenseur Jorginho, très, 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 très physique sur les lignes arrière, qui défend bien les écrans. Tu as Bruno Caboclo qui, pour moi, a rayonné sur le tour ouais, enfin, c'est même pas pour moi, il a rayonné sur le MVP le du TQO. tournoi. Il a été dominant des 2 côtés du terrain et il est vraiment très, très long. Il est vraiment très, très long, il faut savoir qu'il a déjà joué contre Victor Wembanyama quand, il jouait à Nanterre et que Victor il me semble qu'il était encore à l'ASvel Victor quand, Caboclo jouait en France à Limoges. Mais en tout cas, c'est un client. C'est un client. Le Brésil sont vraiment des clients parce que ça défend vraiment dur. Ça défend vraiment dur, ça défend bien les sorties d'écran. La Lettonie, c'est sa force, hein. Les sorties d'écran, le jeu en mouvement, et les Brésiliens les ont vraiment annihilés. Toutes ces actions ont été annihilées en majorité par le Brésil. Donc ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Après, le truc, c'est que en attaque, ça reste quand même très limité. Leur meneur de jeu, Marcelinho, bah, il a 40 ans, Mmh, donc 41. bon. Ouais, ouais, mais après après, tu vois, on voit avec LeBron, hein, ça veut rien Ouais, dire, hein. Les gars, ils carburent toujours autant et d'ailleurs, il a été très, très bon lors du TQO. Principalement, ça va jouer sur du pick and roll avec lui et Caboclo. Mais Huertas, il est capable de mettre ses tirs à mi-distance, donc ça peut être un problème. Ça peut être un problème parce que derrière, le Brésil a des shooters et contre la Lettonie, ils ont été très adroits. Donc faut vraiment se méfier du jeu, de pick and roll des Brésiliens parce que ils ont un Léo Mendel, ils ont des postes 4. Alors Léo Mendel qui a mis énormément de tirs contre la Lettonie. Ils ont aussi, Dias qui est poste 4, poste 5. Mendel, il joue plus poste 3. Diaz, il est capable de mettre des tirs aussi. Ils ont Guy Santos qui joue aux Warriors, qui est capable de mettre des tirs aussi. Je parlais de Jorginho en défense, mais il est capable de mettre des gros tirs aussi. Et lui, en sortie de dribble, il est capable de se créer son propre tir. Ils ont Iago, leur meneur de mmh, jeu mmh, remplaçant, qui peut être titulaire, qui est une star ainsi, hein, qui joue en mmh, Europe, qui est vraiment très fort, qui était un peu blessé lors du TQO, qui là sera en forme. Il y a Raul Neto qui sera là aussi. Donc ils ont quand même des ressources en attaque. Ils ont des ressources en attaque, des créateurs en attaque qu'on n'a pas. Yago, je pense que c'est plus fort que tout ce qu'on a aujourd'hui. Parce que voilà, lui, il est capable de franchir. Donc ça va être dangereux, ça va être dangereux parce ils ont des profils de joueurs qui peuvent faire mal à la France, que ce soit en défense et même en attaque. Tu l'as dit et donc parmi, effectivement les joueurs aussi qu'on citait, enfin qu'on n'a pas cités, mais qui sont un peu connus du grand public, on a Cristiano Felicio Filicio, ouais. qui était, aux Bulls avant. Si vous suivez un petit peu l'NBA, vous le connaissez effectivement, Guy Santos qui a été,
qui joue avec les Warriors cette fois-ci. Bruno Caboclo, tu l'as dit, grosse carrière, grosse carrière NBA en tout cas. MVP du TQO, tu l'as dit, avec 17, presque 18 points de moyenne, 7 rebonds, 2 contre, 22 dévals. Il sait tout faire sur le terrain et c'est effectivement, ça va être un client pour nos Bleus parce qu'il arrive en plus en pleine confiance Ouais. et qu'il est très très fort, enfin qu'il a montré qu'il est très très fort sur ce basket FIBA aussi. Ouais, mais en plus, il est capable de mettre des tirs. Il est vraiment complet en défense, un protecteur de cercle vraiment très, 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 très bon, hein. Franchement, il m'a vraiment impressionné. Il faut savoir qu'il avait un gros potentiel, hein. On disait que c'était le KD brésilien. En vrai, c'est plus un poste 4-5, mais qui est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Voilà, c'est vraiment un joueur complet. Bon, en tout cas, premier match de nos Bleus contre cette équipe brésilienne, c'est ce samedi face à 17h, 17h15, 17h15, 17h15. Je pense que les exactement. clés, justement, les clés du match, rapidement, ça va être justement comment on va défendre le pick and roll entre Huertas et Caboclo. Est-ce que les Brésiliens vont être à droit? Parce que ça va être tout de suite une réponse à ça. Et surtout, nous, comment on va réussir à mettre en place notre attaque, sachant que le Brésil va très bien défendre ses sorties d'écran. Donc, peut-être, justement, c'est là où on a besoin de faire plus, ce que je te disais, les doubles écrans, le double drag, et les jeux avec Victor. Pour moi, ça va jouer sur ces choses-là parce que le Brésil va nous donner du fil à retordre sur nos sorties d'écran, sur nos zones de confort. On ne sera pas en zone de confort contre le Brésil. En tout cas, c'est ce que je pense. Et attention à cette équipe, brésilienne qui, on l'a dit, vient de remporter le tournoi de qualification olympique pour se qualifier dans ce groupe, avec, donc l'équipe de France. Une autre équipe qu'on va affronter, si tu le veux bien parler de cette équipe, avant de parler de l'Allemagne, notre dernier adversaire. Parlons de cette équipe, nippone, l'équipe japonaise, avec à sa tête, Tom Hovasse qui a été, le coach de l'équipe japonaise, féminine, Ouais, très bon coach. si ouais, médaillé, aux jeux olympiques en 2020. Argent, ils font au final, hein. L'argent, Ouais. effectivement. Depuis 2021 à la tête de cette équipe, masculine. Il y a des profils, alors on les connaît peut-être un peu moins, il y a quelques noms voilà, si on suit un peu la NBA ou le basket américain qu'on peut connaître. Ça reste quand même une équipe, malgré tout, un peu plus faible, mais quand même avec des belles ressources et des beaux profils quand même malgré tout. Qu'est-ce que tu penses toi de cette équipe japonaise? Je vous présenterai un petit peu les joueurs, enfin on en parlera un petit peu, mais voilà. Globalement, qu'est-ce que tu penses de cette équipe nippone? Bah, c'est une équipe, qui est un peu à l'inverse de la France sur le style de jeu, très dynamique, beaucoup sur des principes de jeu plus que sur des systèmes avec, beaucoup de drive, beaucoup de choses qui se passent, de la mobilité qui se crée à partir de drive. Ils ont des joueurs très rapides sur les lignes arrières. Ils ont des meneurs qui sont pas connus, qui sont petits, qui font à peine 1,70 m, mais Mmh, qui sont très, très forts en 1 contre 1, qui sont capables de mettre des tirs, que ce soit Kawamura, qui est en général le meneur titulaire qui est vraiment, comme je l'ai dit, il est capable de vraiment d'allumer à 3 points. Là, je prends juste mes notes pour les mmh noms. Il y a Tominaga aussi qui est un shooter, un arrière qui est un shooter qui a mis des gros tirs lors de la dernière Coupe du Monde. Togashi aussi, c'est un meneur de petite taille qui est capable de mettre des tirs, capable de driver fort. Et après, il y a les joueurs qu'on connaît, Yuta Watanabe, Rui Hachimura, qui lui, justement, est dans un style un peu différent parce que lui, il est capable de poster, il est capable de créer beaucoup de situations où il y aura des prises à deux et derrière, ça va libérer des shooters. Il faut savoir que c'est une équipe qui tire énormément à 3 points. Donc, ça va être difficile à les contenir parce que nos forces, justement, contre les Japonais, nos forces en défense, plutôt autour de la protection de cercle, ça va pas faire forcément mouche face à des Japonais qui, eux, ont cherché à jouer beaucoup sur de l'extérieur, beaucoup sur du drive pour ressortir, du drive and kick, du drive avec des coupes. Donc là, c'est le seul aspect qui m'inquiète, c'est ça. C'est comment on va contenir l'attaque du Japon parce qu'en défense, c'est quand même très, très faible. Justement, comme j'ai dit, beaucoup de joueurs de petite taille. Donc là, ça va pas contester aussi fort. Donc notre jeu, on va pouvoir le mettre en place contre le Japon. Le truc, c'est que est-ce que le Japon, ce jour-là, va être dans une insolence au niveau de l'adresse? Pour moi, ça va être la clé. Ça va être la clé, c'est à quel point les Japonais vont être adroits contre nous sur ce et match.
Et attention, justement, tu parles d'adresse, attention à Keisei Tominaga, pardon, qui est Minaga. surnommé le japonais, enfin le Curry Harden? japonais, Le le qui? Stephen Curry? Curry japonais ou le Il met Samurai des Steph. step back, ouais, il met des step back à la James Harden, hein. C'est un gaucher, c'est un gars qui on l'a vu lors de la dernière coupe du monde. 11 Il est points un de peu, moyenne, tu ouais. vois, un peu joufflu, tu tu pas l'impression que le gars est hyper fort, mais il est capable de mettre des très, très gros tirs, ouais. Grosse saison, enfin bonne saison en NCAA, basket universitaire américain, cette saison. Parmi les autres joueurs aussi que, l'attraction, autre que Rui Hachimura qu'on connaît très bien, Yuta Watanabe aussi qui a fait une carrière, honnête en NBA, qui a apporté beaucoup d'énergie, voilà, beaucoup de choses. On a un autre profil aussi avec Akira Jacobs qui a seulement 20 ans, qui a seulement 20 ans justement, c'est Il est assez pas étonnant mal, hein. d'avoir. Ouais, qui a été, qui a joué pardon la coupe du monde 2019, 2023 des moins de 19, je vais y arriver, 17 points de moyenne et qui a du coup un profil assez solide sur les lignes arrière et puis un autre profil qu'il faudra surveiller, tu parlais peut-être faiblesse, en tout cas moins de grands d'intérieur, on a Joshua Hawkinson, Ouais. qui est un Américain naturalisé japonais en 2023 là, qui était au dernier tournoi mondial, qui a fait 21 points, 11 rebonds de moyenne. Ça reste assez solide sur la ligne intérieure, malgré le fait que bon, ça reste pas on a de quoi faire pour lui répondre, mais ça reste quand même des joueurs solides et il ne faudra pas les sous-estimer, loin de là. Et c'est un poste 5 qui tire. Donc, tu vois, encore une fois, face à un Gobert, par exemple, s'il joue beaucoup de pick and pop, ça peut être problématique. Mm. Donc c'est là où tu te dis, ben, peut-être faire jouer plus, un profil, Le Sort, tu vois, qui est on verra, tu vois? On verra sur ce match-là, mais vraiment faire attention à ce qu'ils sont capables de proposer en attaque. Parce que derrière, je pense qu'on va pouvoir mettre en place notre jeu nous, en attaque. Donc, voilà, le Et, pour moi, la clé, ça va être ça. Comment on va les contenir et comment à quel point ils seront adroits ou pas contre nous. Voilà. Et ne sous-estimons pas cette équipe, japonaise. Et pour terminer, pour, conclure aussi, avant nos pronos quand même, mine de rien, parlons de cette équipe, allemande qui sera, l'autre, enfin le gros favori de ce groupe puisqu'ils sont champions du monde en titre, tout simplement. Ils ont fait une dernière compétition mondiale incroyable, invaincus. Ils ont éliminé, Team USA, en demi-finale. On a une star, en tout cas du basket européen, avec Dennis Schroeder qui était MVP de la dernière compétition, qui joue à Brooklyn d'ailleurs. Je le note, je le place comme ça. Mais en tout cas, voilà, grosse équipe et surtout des profils sur tous les secteurs qui peuvent qui peuvent nous embêter un peu partout. Je suppose que tu partages. Ils nous ont battus en match de prépa Mmh. récemment. Je suppose que tu partages cette analyse en disant que, bah, il va falloir faire très attention, que ça sera nos principaux rivaux et que ça va être plus que compliqué pour aller les battre, de nouveau. Bah, évidemment, évidemment, surtout que comme je te l'ai dit tout à l'heure, les matchs de prépa, il manquait enfin, voilà, c'était un match de dupes des 2 côtés, donc on peut pas savoir. Il faut pas qu'on se base sur ces matchs-là pour analyser le match qui aura lieu, bah, du coup dans une semaine là et j'y serai donc je suis très content, OK. de pouvoir y être et de voir ça de plus près mais oui, l'Allemagne, on l'a vu contre les États-Unis il y a pas longtemps, un match, incroyable contre les États-Unis où ils perdent de 4 points. Ils ont été maladroits, ils perdent de 4 points en étant très maladroits. Faut vraiment bah, en fait, c'est une équipe qui a plein de solutions, qui est hyper complète et qui défensivement, pour moi, va poser aussi beaucoup de problèmes à l'équipe de France parce que tu as des profils, enfin, je suis obligé de parler de Franz Mmh. Wagner, mais Franz Parlons-en. Wagner, c'est un joueur qui est quand même très rare dans parce qu'il est hyper grand, il fait 2,8 m, mais c'est un ailier arrière qui peut défendre sur tous les postes, en fait. Il peut défendre sur tous les postes, il est capable de défendre aussi sur des postes 5. C'est un gars qui, sur le dernier match, je le dis, hein, mais il a complètement, verrouillé, Jason Tatum, Devin Booker aussi ont Mmh. galéré. Donc c'est un gars déjà, voilà, c'est déjà en défense, ils ont des mecs qui vont être chiants et en attaque, ah j Ouais, il y a trop de solutions. Dennis Schroeder, basket FIBA, pick and roll, voilà.
Mmh. Déjà, tu sais que le gars, il va être chiant. Franz Wagner, sur transition, il va être chiant. On l'a vu en match de prépa, même si je me dis qu'il ne faut pas trop se baser sur ça. Mais dès que lui a accéléré, c'était fini. C'était fini. Dès que lui accélère, c'est fini. Parce qu'il est en mismatch sur quasiment tout le monde sur le terrain, sauf Victor Wembanyama, évidemment. Donc voilà. Et encore, il est plus costaud que lui. Donc il faut voir. Donc c'est une équipe qui a plein de solutions. Qui a plein de solutions, qui est intelligente, qui a un vécu collectif, qui, justement, en termes de timing, eux, c'est le parfait timing pour eux. Eux, ils sont vraiment comme ça. Ils sont sur cette pente-là. Mmh. Nous, on est déjà comme ça. Tu vois, Mmh. malgré Victor, eux, ils sont vraiment sur la pente ascendante. C'est pour moi la dernière étape, parce qu'après, Dennis Schroeder, il sera trop âgé, je pense. Il y a une génération qui va partir. Celle de Schroeder, celle de Daniel Theis, 30 ans, ouais. de Voigtman, elle va partir. Il y aura la nouvelle génération avec Franz Wagner qui va prendre le relais, mais voilà, l'Allemagne, il faut pas se leurrer. C'est le favori du groupe. C'est l'un des favoris de la compétition. Moi, je vois vraiment l'Allemagne dans le dernier carré. Dans le dernier carré. Et ça va être hyper compliqué. Après, tout est possible. C'est un format où sur un match, tout est possible. Tout est possible. Il suffit que les Allemands soient dans un mauvais jour en attaque avec beaucoup de tirs ouverts ratés pour qu'on soit dans le match, en fait. Il faudra juste limiter ces pertes de balles et les paniers en transition qui peuvent nous faire très très mal contre cette équipe. Voilà, c'est une équipe qui va vouloir courir. Elle, au contraire de nous, elle va vouloir courir quand elle va récupérer la balle. Donc il faudra, voilà, c'est peut-être le match le plus tactique qu'on va devoir jouer et le match où clairement je pense que là on va ralentir toutes les possessions, on va essayer de vraiment dans un truc où on va essayer de les couper de leur rythme parce que c'est une équipe qui peut être très dangereuse quand elle est en rythme et on l'a vu contre les États-Unis. Les matchs avec beaucoup de points, c'est pour l'Allemagne en général. Enfin, il vaut mieux un match à rythme lent. Tu vois, comme on a réussi à le faire lors des matchs de préparation contre l'Allemagne, parce que, enfin, Je vois mine de ça. rien, le deuxième match, on le perd de 5 points, hein, alors qu'on n'a vraiment pas Mmh. bien joué. Donc voilà, il faudra les mettre sur un faux rythme. Voilà, pour moi. Bon, en tout cas, tu l'as dit, grosse capacité à avec des profils qui sont assez, complémentaires et surtout, tu l'as dit, ils arrivent avec une confiance en eux, assez impressionnante avec ce titre mondial, avec, des joueurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer, qui étaient là déjà de la dernière campagne. Des joueurs, une variété de profils aussi, intérieur, extérieur, FIBA, NBA. On a une équipe, solide, des joueurs du Bayern. Ils jouent tous dans des clubs, ça soit à Berlin, que ça soit au Bayern Munich, Mm. à Milan, à Belgrade. Voilà, on a des profils assez forts, mine de rien. Donc il faudra, bien évidemment faire attention, plus que faire attention d'ailleurs, il faudra Mm. vraiment, on n'arrive pas favori face à cette équipe-là et ça va être un défi, un gros défi pour notre équipe de France. Heu, mais tu l'as dit, il y a des choses à faire, il y a du positif. On a parlé du positif et il y a des choses à mettre en place contre cette équipe-là qui peuvent nous solutionner pour aller chercher, pourquoi pas, la première place de ce groupe. Ce qui m'amène à parler, d'un autre podcast qu'on va enregistrer sur, le ranking pour parler des autres équipes, de cette compétition qui est une compétition incroyablement relevée. La preuve, Team USA a envoyé la grosse artillerie parce qu'ils savent que, c'est pas en envoyant Joe Harris et je sais pas qui qu'on va gagner cette année. Donc on a une grosse équipe américaine, grosse équipe enfin on a de grosses équipes sur tous les groupes. On va en parler. Je te pose quand même cette question, mon cher Fred. Un petit prono pour notre équipe de France. Où tu vois nos bleus aller, déjà sur ces premiers matchs? Est-ce qu'on passe le premier tour? J'espère que tu vas me répondre que oui et surtout, jusqu'où on peut aller et comment tu nous vois dans cette compétition? Alors, moi, je vais être optimiste, malgré tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a vu. Tout est enregistré, hein, tout ce que tu dis est Ouais, enregistré, ouais, sache-le. je vais être optimiste et je vais me dire, allez, on va décrocher la première place. On va créer l'exploit contre l'Allemagne. Et si on a un tirage au sort qui est favorable, c'est-à-dire qu'on évite les États-Unis, on évite la Serbie, on évite le Canada, je pense que le dernier carré est possible. Par contre, si on rejoue l'Allemagne en demi-finale, je ne vois pas passer. Je pense que l'exploit sera possible en poule. Après, ce sera plus possible. Donc, au mieux, je pense que le dernier carré, et donc, du coup, ce match
pour la troisième place, pour la médaille de bronze. Je pense que même ce match-là, il va être difficile à prendre. Parce que, bon, on le verra quand on fera les rankings. Mais pour moi, la Serbie, le Canada, les États-Unis, c'est un cran au-dessus. Même l'Allemagne, c'est un cran au-dessus. Mais à voir. À voir, à voir. Selon, voilà, une compétition, c'est toujours traître, hein. Sur un match, tout est possible. Donc, avec le public, avec l'appui du public, avec peut-être la confiance qui va venir avec les victoires, je pense que dernier carré, c'est un objectif qui est atteignable. La médaille, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais le meilleur scénario, ce serait une médaille de bronze pour moi. Le meilleur des meilleurs, ce serait une médaille de bronze. Mmh, je suis d'accord. Je suis d'accord et j'aimerais partager ton optimisme cette fois-ci. C'est moi qui vais jouer le pessimiste. J'ai toujours eu beaucoup d'espoir dans cette équipe de France sur toutes les dernières compétitions, sur la génération qu'on a et sur, ce qu'on pouvait proposer, les solutions et j'ai toujours voulu être optimiste. Je sens quand même qu'on arrive sur une période, plus compliquée pour ces bleus-là, un peu justement en manque de solutions. Malgré tout ce qu'on a dit, je vois quand même beaucoup plus de faiblesses et de problèmes, heu et de force chez les autres que de réelles, heu, solutions chez nous et de réelles forces chez nous qui peuvent vraiment, faire basculer ces matchs-là. Sur des séquences, oui, mais je reste quand même assez sceptique sur cette, la cap et je pense aussi que l'enjeu va plus les desservir qu'autre chose, Mmh. dans le sens où j'ai pas ce sentiment de cette équipe de France capable de alors c'est un sentiment, hein, mais de se, canaliser en énergie positive ce tournoi à domicile. Voilà, avec toute la pression que ça implique, les responsabilités et cetera. C'est une certaine forme de pression, c'est une certaine forme de responsabilité et je les vois pas mettre ça en énergie positive encore une fois donc et surtout en face, on en parlera après, mais en face, c'est très, très fort et meilleur scénario, effectivement, tu peux pas aller plus haut que cette médaille de bronze, si tu fais tout très, très bien et tout parfaitement, ce dont je ne crois pas donc j'ai quand même peur que ça s'arrête. Tu passes le premier tour, bien évidemment, face à ta Brésil, Japon, Allemagne, oui, tu es au moins dans les tro au moins 3e, dans les meilleurs troisièmes. Surtout que tout le monde passe en quart de finale. Mais, mais en quart de finale, j'ai peur. J'ai Ouais. peur de qui tu vas tomber en face, même que ça soit un parce que si tu termines 2e, enfin, faut terminer premier. Je ne vois pas terminer premier. Tu peux très vite tomber contre un gros et voilà et j'ai peur. Ouais. Oui, non, mais je te dis pas que j'ai pas peur. Ouais, ouais, En ouais, vrai, ouais. j'ai peur aussi, mais je me dis que, tu vois, contrairement à l'année dernière, par exemple, on n'est pas favori. Donc, tu vois, ça te libère d'une pression aussi, d'arriver dans une compétition et de te dire, même si c'est à domicile, on a tous vu un truc, c'est on fait pas partie des favoris. Donc, ça peut aussi, tu sais, les Bleus, ils ont souvent été meilleurs quand ils avaient ce statut d'outsider, d'équipe qui n'était pas attendue, comme aux Jeux de Tokyo, hein. Ils n'étaient pas forcément attendus. Dès le premier match, ils prennent, ils battent les États-Unis. Derrière, boum, tout a été, tu vois, la mécanique, elle s'est lancée à partir de ça parce que leur prépa, elle n'avait pas été exceptionnelle non plus. Donc je me dis que c'est possible. Après, c'est vrai que Evan Fournier et Nando De Colo étaient dans une forme qui était différente de celle qu'on voit actuellement. Mais bon, je me dis pourquoi pas. Mais oui, après mon pronostic, il défie toute logique par rapport à ce qu'on a dit. Ok. Mmh mh. Mais je crois tu vois, en la sublimation, en la folie, tu vois, du moment. Et c'est sur ça, tu sais, des fois, on a beau faire plein d'analyses, il y a rien qui peut expliquer la magie en fait du sport. Donc, moi, je me base sur ça. Et ça sera le mot positif de la fin de ce podcast. Je rappelle rapidement les adversaires potentiels des Bleus, en tout cas les qualifiés de cette équipe, enfin de ce tournoi, olympique, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc on aura bien évidemment les États-Unis, qui seront présents, l'Espagne, l'Allemagne, on l'a dit, la Serbie, l'Australie et le Brésil qui est dans notre groupe. Le Canada très, très fort aussi et parmi les favoris. Puerto Rico qui sera là. Les Grecs, le Japon et le Soudan du Sud heu, qui ont démontré, de bonnes choses aussi et qui se sont révélés un peu aux yeux du monde.
face à Team USA. Voilà pour les autres qualifiés, donc un tournoi olympique très relevé. On y croit quand même pour nos bleus, avec Il ce beau faut. maillot que tu portes sur le dos Oui, voilà, et exactement. on espère vraiment avoir un tournoi olympique pour l'équipe de France de basket masculine en tout cas, un tournoi olympique, assez fort. On n'a pas parlé des filles, mais on souhaite aussi de bonne chance pour les filles qui seront, qui ont montré des bonnes choses, Un peu plus favorable, j'ai l'impression pour les filles, mais bon, effectivement. on verra. L'équipe de France de basketball masculine et féminine qui entame son tournoi olympique ces prochains jours. On va suivre ça avec attention. N'hésitez pas à nous suivre, bien évidemment, sur les réseaux pour avoir nos avis sur ce tournoi-là et de partager avec nous, puisque ça va être vraiment, ça soit sur tous les sports, mais sur le basket, bien évidemment, ça va être assez incroyable. Et j'ai très hâte, mon cher Frédéric. Et moi aussi. Donc, on espère que vous avez passé une bonne compétition vous aussi. Et merci à vous et puis, bah, rendez-vous sur un autre podcast pour parler des favoris et Yes. de tout le monde, en fait. Allez, salut! Ciao.